Rebonjour à tous. Alors, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la guerre froide, la période de la guerre froide et l'appui des agences de renseignement américaines ou autres, européennes, au mouvement des frères musulmans et à l'islam politique pour contrer l'Union soviétique. Là, je vais vous parler des dictatures. Avant de rentrer dans le sujet des dictatures, revenons un peu à cette relation ambiguë des sociétés occidentales, de la civilisation occidentale même, et des gouvernements occidentaux avec l'islam politique. Relation ambiguë jusqu'à nos jours. Une relation complexe. En même temps que le mouvement des frères musulmans était appuyé en dessous de la table par les Américains et les Occidentaux pour contrer l'Union soviétique, en même temps, des dictatures étaient appuyées partout dans le monde. Je ne dirais pas dans le monde musulman partout, parce que je ne connais pas très bien, par exemple, le développement de cette période-là de pays comme la Malaisie ou l'Indonésie, par exemple. Mais ce que je sais, c'est qu'en Indonésie, en Malaisie aussi, il y a eu une grande influence. Il y a encore une influence de l'idéologie des frères musulmans. Mais laissons ça de côté. Là, je parle un petit peu du monde de l'Afrique du Nord jusque tout le Proche-Orient. Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais de cette relation ambiguë, du fait qu'ils ont installé partout des dictatures, qu'ils ont appuyées pour lutter contre l'islam politique. D'un côté, ils l'appuient pour lutter contre l'Union soviétique, de l'autre côté, ils luttent contre l'islam politique dans d'autres pays et dans d'autres régions et selon les périodes historiques, en fait. Pourquoi? Parce que les Américains se sont rendus compte que ce n'était pas nécessairement une très bonne idée de financer ou d'appuyer, d'un point de vue logistique, renseignement, etc., politique, le mouvement islamiste, parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que ce que voulaient les frères musulmans, ou le mouvement, ce qu'on appelle l'islam politique, ce que veut l'islam politique, en réalité, c'est lutter contre la colonisation des terres palestiniennes. Ils voulaient reprendre leurs droits vis-à-vis du colonialisme. Ils voulaient refuser ce modèle occidental, américain, capitaliste, libertarian en anglais, j'ai oublié le mot en français. Ils voulaient lutter contre ce modèle-là pour appuyer un autre modèle idéologique pan-arabe, pan-islamique. C'est-à-dire que c'est devenu pour eux, pour les Américains, pour l'Occident en général, pour les Européens aussi, et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu pour eux en fait une menace. Si l'islam politique se développe réellement, eh ben, ils vont venir nous dévorer en quelque sorte. On va être en guerre de civilisation entre la civilisation occidentale ou chrétienne et le monde musulman. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appuyé des dictatures. Alors quand je vous dis ils ont appuyé des dictatures, ça veut dire quoi concrètement? Bon, concrètement, ça veut dire, c'est très simple, c'est une époque que moi j'ai vécue personnellement, c'est une époque que je connais assez bien. Ça veut dire qu'après la colonisation, les pays occidentaux n'ont pas vraiment encouragé le développement de démocratie dans le monde musulman, surtout pas dans le monde arabo-musulman, parce que comme je vous ai dit, encourager la démocratie, ça serait laisser le mouvement des frères musulmans s'étendre comme le feu dans une forêt sèche. Je veux dire, c'était le mouvement le plus fort et le plus populaire presque dans tous les pays. Et il l'est encore aujourd'hui, paradoxalement. Paradoxalement, c'est peut-être pas paradoxal du tout, c'est juste qu'il est encore très fort.
Donc, encourager ces pays-là à se démocratiser, c'est problématique. Et de toute façon, ces pays-là, n'ayant pas nécessairement une tradition démocratique, parce que de toute façon, c'était le monde des empires, ensuite, il y a eu la colonisation, et ensuite, il n'y avait rien du tout. Donc, quand il n'y a rien du tout, le plus facile à faire, c'est d'installer une dictature. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Partout, sans aucune exception. Et les dictatures ont pris plusieurs formes. Ça peut être une dictature genre avec une constitution, des élections, des partis d'opposition qui sont juste des fakes, juste du décor, ou aussi des dictatures du genre monarchie. Il y a un roi ou une famille régnante, un clan qui règne sur un pays, et voilà, tout va bien. Donc vous avez plusieurs exemples. Au Maroc, c'était un roi. En Algérie, c'était une dictature militaire. En Tunisie, c'était une dictature avec une constitution, des élections et des partis d'opposition qui sont juste faites pour le décor, avec des élections toujours gagnées avec 90% et 99% des voix. Vous avez en Libye un général, le célèbre Kadhafi, qui s'est emparé du pouvoir. En Égypte, vous avez une dictature militaire, mais qui nomme quelqu'un des militaires pour régner sur le pays, mais il y a aussi des élections, une constitution, etc. En Syrie, vous savez, c'était le père de Bachar el-Assad qui est là aujourd'hui. On ne rentrera pas dans le sujet de la Syrie maintenant. En Irak, vous connaissez le très célèbre Saddam Hussein, etc., etc. Et dans les pays du Golfe, il y a eu les monarchies du Golfe et le pétrodollar. Voilà comment les choses à peu près se sont passées. Alors, ces dictatures-là ont duré depuis l'indépendance, depuis l'indépendance de ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de, je ne sais pas, il n'y a presque pas d'exception. À l'exception peut-être de la Tunisie. Le printemps arabe, il n'y a pas eu vraiment de printemps arabe. Le printemps arabe n'a pas duré une année ou deux. Mais bon, le printemps arabe, on reviendra sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, dans la longue histoire. Alors, donc, ça a duré, on va dire, des années, je ne sais pas, 60, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ça a duré 50 ans, 60 ans, à peu près. Donc, l'âge d'une personne. Il y a des gens, la génération de mes parents, à moi, et même ma génération à moi, on est né sous la dictature et on va mourir probablement sous la dictature, sauf si on est tunisien. Si vous êtes, je ne sais pas moi, un Algérien ou un Égyptien ou un Syrien ou un Irakien ou quelque chose comme ça, c'est à peu près ça. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe la vie sous la dictature? Qu'est-ce qu'il en est de l'éducation? Qu'est-ce qu'il en est des libertés? Qu'est-ce qu'il en est du commerce, de l'économie, etc. Ça, c'est une période intéressante. Il va falloir comprendre cette période-là. Pourquoi? Pour comprendre l'avenir de ce qui s'est passé par rapport à l'islam politique et à l'islam en tant que tel. Alors, je résume. Eh bien, les dictatures avaient pour première ambition, on va dire, de rester au pouvoir. Ça, c'est une règle universelle du dictateur. Le dictateur essaie de rester au pouvoir
Et en même temps, pas juste lui, son clan. Il y a toujours un clan autour d'un dictateur, ou bien une famille régnante, ou bien un parti, comme en Chine, le Parti communiste chinois, ou une famille royale. Pour rester au pouvoir, il faut certaines choses. Premièrement, il faut que le peuple ne se rebelle pas, parce qu'il n'y a pas de vraies élections, on est d'accord. Pour que le peuple ne se rebelle pas, il y a deux choses. Un, puis il faut lui procurer assez de croissance économique pour qu'il soit content. Deux, il faut qu'il ait peur. Très important, sinon... Vous pouvez avoir une très belle croissance économique, vous êtes content et tout, mais si vous n'avez pas peur du tout, vous descendez dans la rue et vous dites non, nous on veut contrôler où est-ce que vont nos impôts et on veut décider de comment le pays est géré, et toutes ces histoires que les Occidentaux racontent dans des démocraties occidentales, n'est-ce pas? Donc il y a ça c'est ce qu'on appelle les affaires intérieures. Et puis, il y a aussi les affaires extérieures. Les dictatures, à ce temps-là, avaient d'excellentes relations avec les Européens et les Américains en général, sauf quelques pays voyous ou qui deviennent voyous, comme Kadhafi en Libye ou Saddam Hussein en Irak. Ça, c'est des exemples. Et vous savez ce qui leur est arrivé. On paye le prix. C'est un peu comme... Fidel Castro à Cuba. C'était une dictature voyou. Ça veut dire qu'il n'obéissait pas aux ordres des Américains et des Européens. Alors, il faut faire ce qu'il faut faire. Pareil avec l'Iran. On reviendra aussi sur un peu l'histoire de l'Iran parce qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant qui va se passer là-bas, qui s'appelle la révolution iranienne. On y viendra. Pour être un bon dictateur aux yeux des Européens et des Américains, comme Bourguiba, Ben Ali, Saddam Hussein au début, Kadhafi aussi au début, le roi du Maroc, le père de Bachar el-Assad, tout le monde, le roi de l'Arabie saoudite, etc. Bon, alors, pour être un bon dictateur aux yeux des Américains et des Européens, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire le commerce, adhérer au capitalisme et au libéralisme international. Ça de un. Deuxièmement, contenir l'immigration illégale. Ne pas laisser les gens partir comme ça en France ou en Europe sans visa librement. Donc faire du pays une sorte de prison pour le peuple. Là, je vous parle un peu comme un islamiste. Un islamiste va dire ça. Et je vous parle comme ça pour vous mettre dans la tête de l'islamiste. Parce qu'on va en arriver à l'islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, être islamiste? Donc, ça, j'ai parlé du point numéro 2. Le point numéro 3, et c'est là où on en vient, c'est de mettre les islamistes ou bien en prison, ou bien en exil, ou tout simplement hors d'état de nuire, on va dire. Ça veut dire les neutraliser. Alors ça veut dire quoi ça? C'est simple, ça veut dire que dans le temps des dictatures, le mouvement des frères musulmans, l'islam politique, était interdit. Les islamistes étaient surveillés, constamment surveillés, eux, leurs familles, leurs amis, etc. Et aussi, très souvent, que ce soit en Égypte, ou en Tunisie, ou en Libye, ou en Algérie, ou au Maroc, ils étaient mis dans les prisons et torturés. La torture était une institution très connue par, bien sûr, les Américains et les Européens. Les Européens et les Américains n'ont pas contribué directement, mais ils ont juste contribué par leur silence, de un,
Et deuxièmement, par, bien évidemment, le commerce militaire. C'est eux qui appuyaient les militaires et les ministères de l'Intérieur pour exercer cette politique-là envers les frères musulmans ou l'islam politique en général. Là, je ne parlerai plus vraiment des frères musulmans. Pourquoi? Parce que je n'aime pas utiliser ce mot-là, parce que les frères musulmans, c'est tellement diversifié, ils se sont tellement éloignés des uns des autres du point de vue de leur pratique et de leur travail, de leurs idées, qu'il vaut mieux tout simplement parler d'islam politique. Parce que, par exemple, vous prenez le parti Ennahda, aujourd'hui en Tunisie, qui est présent en Tunisie parce que c'est le seul pays où l'islam politique peut encore être présent sur la scène. Eh bien, eux, ils disent qu'ils ne font pas partie ou qu'ils ne font plus partie du mouvement des frères musulmans. Donc c'est pour ça que, pour ne pas rentrer dans cette controverse, il vaut mieux parler d'islam politique. Donc Ennahda, par exemple, il représente l'islam politique en Tunisie. Ça, c'est un exemple. Alors, rentrons maintenant dans la vie à l'intérieur des dictatures. Une des choses que je voulais dire, c'est l'éducation. Je voulais vous parler de l'éducation. Le dictateur, étant donné que pour rester au pouvoir, il doit faire ce que je vous ai dit, ça veut dire mettre les islamistes en prison ou leur enlever leur liberté de faire de la politique, ça de un. Et deuxièmement, il doit satisfaire ses maîtres. Et les maîtres, ce sont les Occidentaux. Parce que quand vous êtes un dictateur, vous avez besoin de l'appui de quelqu'un. Sinon, vous ne pouvez pas rester là tout seul. Regardez par exemple le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, exemple, qui est le fils de son père. Hein, et la continuation, c'est un peu comme Bachar al-Assad, qui est le fils de son père aussi. Eh bien, le dictateur de la Corée du Nord, s'il n'est pas appuyé par la Chine, par exemple, il ne pourra plus. Vous mettez un dictateur, c'est très facile à faire tomber. Vous mettez des sanctions autour de lui, je parle de la communauté internationale, et c'est terminé. C'est pareil pour Fidel Castro. Fidel Castro, sans l'appui de l'URSS dans le temps, il n'aurait pas pu tenir. Alors c'est comme ça. Les dictateurs du monde musulman, du monde arabo-musulman, ils avaient l'appui de ces puissances occidentales. Je voulais vous parler de l'éducation. C'est tout à fait maintenant, là vous allez comprendre pourquoi dans les pays du monde musulman, on n'enseignait pas la version des faits des frères musulmans. Vous n'allez jamais aller dans une école, je ne sais pas moi, en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Arabie Saoudite, ou je ne sais pas où, et entendre parler de Hassan al-Banna, par exemple, de ses écrits, ou des philosophes musulmans, ou des philosophes musulmans en tout cas qui adhèrent à la politique islamiste, on va dire. Il n'existe pas. Exactement comme les manuels scolaires en France ou en Allemagne. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente qu'il faut sélectionner les choses de l'histoire dans l'éducation. La négritude, l'islam politique, Hassan al-Banna, même Che Guevara lui-même, n'existe pas trop dans les manuels scolaires occidentaux et aussi dans les manuels scolaires des pays sous la dictature. Ça, c'est une chose importante pour comprendre le clivage qu'il y a aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Parce que le clivage, il commence de l'éducation. Il y a des gens qui vont à l'école, ils ne connaissent pas l'islam politique.
on ne leur enseigne pas. Ils connaissent presque pas l'islam, en fait. Parce que c'est voulu ainsi, vu que le dictateur, lui, c'est en quelque sorte comme un ministre qui travaille pour le monde occidental. Et donc, cette résistance qui a été lancée historiquement par les frères musulmans ne va pas mourir. Au contraire, pendant toutes les années de la dictature, pendant toutes les années de la torture, de la prison, de l'exil, et ce n'est pas juste eux qui ont subi ça, tous les autres opposants politiques aussi de gauche, ou marxistes, ou communistes, ou socialistes, ou peu importe, toute opposition politique, et à leur tête l'islam politique, eh bien, ils n'ont jamais disparu. Au contraire, ils sont devenus plus forts. Et on reviendra à ça quand on va parler du printemps, du printemps arabe et des premières vraies élections démocratiques qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte. L'autre chose que je voulais dire à propos des dictatures, à part l'éducation, c'est aussi la culture. Ce qui est arrivé pendant ces années, ces 50 années, et moi j'en suis un exemple vivant, je suis quelqu'un qui a étudié à l'école publique en Tunisie, je parle beaucoup mieux le français que l'arabe classique, c'est-à-dire l'arabe littéraire. Et j'écris beaucoup mieux le français que l'arabe classique. Parce que, juste une petite précision dans le cas où vous ne le savez pas, dans chaque pays arabe, il y a un dialecte. On parle un dialecte. Le dialecte tunisien, par exemple, ce n'est pas l'arabe classique. C'est presque une autre langue, mais ils se ressemblent beaucoup. Mais si moi je parle le dialecte tunisien avec quelqu'un de l'Arabie Saoudite ou quelqu'un de la Syrie, on ne va pas vraiment se comprendre. Peut-être, comme quelqu'un qui parle espagnol et quelqu'un qui parle portugais, on va se comprendre, mais pas assez bien. Et c'est des dialectes qui ne s'écrivent pas. Le dialecte tunisien, le dialecte marocain, algérien, il y a des dialectes saoudiens aussi, ils ne s'écrivent pas. Quand vous achetez le journal dans un pays arabe, le journal est toujours écrit avec ce qu'on appelle l'arabe classique ou l'arabe littéraire. L'arabe classique, c'est la langue commune au monde arabe. Eh bien, comment vous expliquer que quelqu'un comme moi, je suis un exemple, je ne suis pas un exemple unique, que l'arabe classique, et j'écris mieux le français que l'arabe classique? Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu une culture qui a été mise en place par ces dictatures-là pour occidentaliser notre façon de penser, la façon de penser des peuples. Alors c'est pour ça que si vous allez maintenant, que ce soit au Maroc ou en Égypte ou n'importe où, vous allez trouver des gens très occidentalisés dans leur façon de vivre, de consommer, de travailler, de s'habiller, la musique qu'ils écoutent, les appareils électroniques qu'ils utilisent, les films qu'ils regardent à la télé, tout. Et en même temps, vous allez trouver une partie de cette société-là qui a fait un mélange et qui va rester ancrée, attachée à cette révolution, à cette réforme présentée par, ou offerte comme vision par l'islam politique. Donc c'est un petit peu dans cette ambiance-là qu'on vit. On vit dans l'ambiance où on est occidentalisé, on parle la langue du colonisateur, on réfléchit comme le colonisateur, mais en même temps, il y a dans notre société tout un monstre qui dort, qui est interdit, qui n'a pas le droit d'exercer
sa liberté de pensée, sa liberté de parole. Et sans vous parler des méthodes terribles, affreuses, qui ont été utilisées pour les torturer, pour les tuer même, pour les exiler, pour faire éclater leur famille. Des méthodes abominables et qui continuent jusqu'à nos jours, presque partout dans tout le monde arabo-musulman. Et aussi, là je ne parle pas de la Turquie, ni de l'Iran, ni d'autres pays. Je parle du monde arabo-musulman. Les autres, chaque pays a une histoire spécifique. Et le monde arabo-musulman lui-même, les dictatures ont des histoires très spécifiques. La dictature en Libye, ce n'était pas du tout la même chose que la dictature en Tunisie. La dictature au Maroc, ce n'était pas du tout la même chose que la dictature en Arabie Saoudite ou en Irak. Chacune a ses spécificités, mais le point en commun entre toutes ces dictatures-là, c'est que les maîtres de ces dictateurs étaient souvent au Pentagone, à Washington. Alors sur ce, je vous remercie. J'ai dit beaucoup de choses sur les dictatures. Je pense que j'ai fini. Et ça, c'est une excellente occasion pour parler dans la prochaine vidéo de ce que j'appelle le ressentiment du monde musulman. Ce ressentiment d'avoir été écrasé et d'avoir vécu dans l'injustice. Et ce ressentiment existe encore jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.